Bonjour, je m'appelle Léa. Pendant des années, j'ai cumulé 3 petits boulots, pensant que j'étais simplement malchanceuse, pauvre, invisible. Mais un soir, au dîner, grand-mère m'a souri et a dit « J'espère que tu profites bien de tes 9 000 € par mois. » 9 000 €. C'est là que j'ai découvert que ma sœur vivait dans l'opulence avec de l'argent qui m'était destiné. Le pire, c'était que ma mère était au courant. Ils savaient tous. Ils me laissaient me tuer à la tâche pendant qu'ils se passaient mon nom comme un sac cadeau. Quel genre de famille fait ça? Et si ce n'était que le début, vous vous demandez peut-être jusqu'où ils sont allés? Moi aussi. J'avais déjà 2 minutes de retard lorsque je suis arrivée sur la longue allée de gravier du domaine de grand-mère Althea, les pneus crissant sous le poids de ma fatigue. La maison se dressait comme toujours, majestueuse et inébranlable, avec ses colonnes blanches encadrées par la douce lumière printanière de la Provence, drapée de lierre grimpant et de générations d'attente. Mes vêtements sentaient légèrement le café et le produit de nettoyage, un mélange de mes 2 petits boulots qui me laissaient juste assez pour survivre. J'avais travaillé 14 heures d'affilée ce jour-là, à peine le temps de changer de chaussures, encore moins de passer de la main-d'œuvre invisible à une personne digne d'une invitation. J'ai ajusté mon cardigan dans le rétroviseur de la voiture, lissé mes cheveux frisés, et me suis donné le genre de discours d'encouragement que seule une fille sans pouvoir peut se donner. Garde la tête basse. Souris quand ça fait mal. Ne te ridiculise pas. Je suis sortie, serrant la bouteille de vin de supermarché comme si elle pouvait m'acheter de la crédibilité. À l'intérieur, l'air sentait le romarin, l'huile de citron et l'argent ancien. La famille bourdonnait comme des abeilles autour de la salle à manger éclairée par un lustre. Il y avait des couverts polis, la porcelaine vintage d'Althea, et tout le monde était habillé comme si quelqu'un allait faire une demande en mariage ou une confession. Je suis entrée inaperçue. Personne n'a fait de pause, pas même ma mère. Ils étaient tous trop occupés à écouter Isolde charmer tante Monique à propos d'une installation artistique qu'elle avait organisée. Isolde savait toujours comment remplir une pièce. Sa voix était claire, son rire bien synchronisé, ses mots choisis. Elle portait une robe en soie beige, le genre qui chuchote au lieu de coller, et un bracelet de perles qui ressemblait étrangement à celui que grand-mère m'avait jadis promis pour mon diplôme. Mais c'était un souvenir que j'avais appris à archiver depuis longtemps. Je me suis glissée sur ma chaise. Il n'y avait pas de marque-place avec mon nom dessus. Juste une serviette pliée trop soigneusement à côté d'un couteau à beurre. Je me suis assise tranquillement, mes yeux cherchant quelque chose de familier, quelque chose qui me donnait l'impression de m'appartenir encore. Le repas a commencé comme tous les autres dîners de famille. Des bavardages sur l'immobilier, la politique murmurée en code, et des compliments passés comme du sel. J'ai hoché la tête quand on m'adressait la parole, j'ai ri poliment quand on s'y attendait. Personne ne m'a posé de questions sur mon travail. Personne ne l'a jamais fait. À mi-chemin du dessert, une tarte aux noix de pécan et un thé à la menthe, grand-mère Althea s'est levée avec une grâce lente et digne. Elle a tapoté doucement sa cuillère contre son verre en cristal. La pièce s'est tue comme des écoliers obéissants. Je veux juste dire, a-t-elle commencé, ses yeux parcourant la longue table, à quel point je suis fière de mes petites filles. Isolde, votre exposition à la galerie de Saint-Rémy était magnifique. Votre don pour le design est tout simplement remarquable. Isolde a incliné la tête, un faux sourire humble en place. Et Léa, a dit grand-mère, se tournant vers moi, la voix mielleuse, je suis si heureuse de savoir que les virements mensuels ont rendu ta vie plus facile. 9 000 € par mois est une bénédiction que j'étais heureuse de partager. Tu mérites le confort. Ma fourchette s'est arrêtée en l'air. 9 000 €? Quoi? J'ai cligné des yeux, puis j'ai cligné de nouveau. J'avais sûrement mal entendu. Tous les regards se sont tournés vers moi. Isolde a incliné son verre de vin avec un sourire en coin si discret que moi seule pouvais le voir. J'ai senti le sang quitter mon visage. Mes lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. J'ai forcé un hochement de tête, j'ai ravalé ma salive avec difficulté, et j'ai murmuré « Merci, grand-mère ». Ma voix tenait à peine. Je me suis excusée quelques instants plus tard, murmurant quelque chose à propos d'avoir besoin d'air frais. Personne ne m'a arrêté. Dehors, sur la véranda,
je me suis assise au bord d'un banc en bois, sortant mon téléphone de mon sac à main avec des mains tremblantes. Mes doigts se sont déplacés avec une précision mécanique, ouvrant mon application bancaire, faisant défiler l'historique des transactions, vérifiant les numéros de compte, rien. Pas de dépôt, pas de traces, pas d'altéa moraux ou de fiducie familiale ou de virement mensuel. Juste des salaires du café, de la bibliothèque, du travail de nettoyage de nuit, et des retraits de loyer, des factures de services publics, des frais de découvert. Il y a quelques années, il y avait eu quelques alertes étranges sur mon compte. De petits retraits dont je ne me souvenais pas, mais j'avais mis cela sur le compte de l'oubli, du flou de travailler plusieurs emplois, jonglant constamment avec la fatigue. Maintenant, mon compte montrait une trace de dépôt, mais pas entre mes mains. Des virements sous mon nom, acheminés vers un numéro de compte courant inconnu. Le bénéficiaire indiqué n'était pas moi, mais le nom sur le profil. Toujours, disait Léa Quentin. Je me suis assise, le téléphone lourd sur mes genoux, le souffle coincé entre la fureur et l'effondrement. Derrière moi, des rires venaient de la salle à manger. J'ai imaginé Isolde siroter du vin, racontant une histoire embellie pendant que ma mère hochait la tête comme si c'était parole d'évangile. Et moi? J'avais passé les 5 dernières années à frotter des sols, à sauter des repas, à réutiliser les mêmes chaussures usées jusqu'à ce que les semelles lâchent. J'avais travaillé 3 emplois pour survivre. Et d'une manière ou d'une autre, ils m'avaient fait paraître ingrate pour des bénédictions que je n'avais même jamais touchées. Ils n'avaient pas seulement volé de l'argent, ils avaient volé l'histoire. L'histoire d'une femme travailleuse qui n'avait jamais demandé grand-chose, qu'ils peignaient maintenant comme gâtée mais distante, trop fière pour remercier ceux qui lui avaient tout donné. J'ai regardé la pelouse, les haies impeccablement taillées en forme qui me rappelaient ce que j'étais censée être. Silencieuse, modelée, taillée pour s'intégrer. Plus maintenant. J'ai serré le téléphone plus fort. Mon pouls était régulier maintenant, froid, concentré. Elle vivait bien sur mon nom. Mon silence lui avait acheté de la soie. Ce serait la dernière chose qu'il paierait. Le sommeil n'a pas duré. Je suis restée au lit avec mes chaussures, le ventilateur de plafond ronronnant un rythme qui ressemblait plus à un avertissement qu'à un réconfort. Vers 3 heures du matin, je me suis extirpée du canapé pour me coucher. Mais mes pensées n'ont jamais ralenti assez longtemps pour me reposer. Quand la lumière du soleil a finalement filtré à travers les minces stores de mon studio, mon corps était endolori comme si j'avais passé la nuit à combattre un fantôme. Et d'une certaine manière, c'était le cas. J'ai attrapé mon téléphone et rouvert l'application bancaire juste pour être sûr de ne pas avoir mal compris. Peut-être avais-je manqué quelque chose. Peut-être grand-mère avait-elle voulu dire un autre type de virement. Peut-être. Non, c'était là. Mon nom attaché à transaction après transaction. Des dépôts qui ne m'avaient jamais atteinte. Acheminé vers un compte que je ne reconnaissais pas mais étiqueté Léacu. Je l'ai fixé jusqu'à ce que ma vision se trouble. Mes mains démangeaient de réponses. Pas de théorie, des faits. À 8h30, j'étais habillée en jean et en chemise boutonnée bleu marine simple, devant le miroir de ma salle de bain. Mon reflet ressemblait à quelqu'un qui avait survécu, pas vécu. Je n'étais pas maquillée, juste la conviction. J'ai quitté mon appartement, sauté le petit déjeuner et suis allée en voiture en centre-ville. C'était un vendredi matin à Aix-en-Provence, le genre de journée où les bougainvilliers fleurissaient comme des confettis le long des trottoirs, et l'air sentait légèrement les agrumes et la vieille brique. Le contraste entre le calme de la ville et mon tumulte intérieur était insupportable. Je me suis garée devant la Banque du Patrimoine. Les portes vitrées du bâtiment reflétaient une version de moi-même que je reconnaissais à peine. Fatiguée, les épaules carrées, la mâchoire serrée avec détermination. La réceptionniste m'a poliment salué, puis m'a demandé d'attendre. J'ai tapoté mes doigts sur l'accoudoir du fauteuil en cuir, comptant les battements de mon cœur jusqu'à ce qu'une femme d'une 50aine d'années s'approche. Elle portait un blazer bordeaux et se déplaçait comme quelqu'un qui avait vu trop de gens s'effondrer dans son bureau. Son badge indiquait Marjorie Claire. « Mademoiselle Quentin », a-t-elle dit. Je me suis levée et l'ai suivie dans un bureau privé. Il sentait légèrement le tonneur d'imprimante et les décisions silencieuses. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? J'ai besoin de voir mon historique de transactions, y compris toutes les autorisations d'accès de tiers.
Je crois que quelqu'un utilise mon nom, mes comptes. Marjorie a incliné la tête, tapant rapidement. Récupérons tout. Autorisation complète, acheminement des comptes, appareil lié. Vous êtes la principale inscrite. Oui. Oui, je devrais l'être. En quelques secondes, l'écran a affiché mon nom. Sauf que ce n'était plus seulement le mien. Marjorie a plissé les yeux. Il y a un email ici qui n'est pas standard. Il se termine par galerie.co. Est-ce le vôtre? J'ai secoué la tête. Mon estomac s'est serré. Il y a aussi un numéro de téléphone qui ne correspond pas à ce que nous avons dans nos dossiers pour vous, a-t-elle poursuivi, fronçant les sourcils. L'adresse postale est également différente. Saint-Rémy. Mes lèvres se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti au début. Je n'ai jamais vécu à Saint-Rémy. C'est la ville de ma sœur. Marjorie s'est tournée vers moi. Reconnaissez-vous cette signature? Elle a fait glisser un PDF imprimé sur le bureau. C'était un formulaire de procuration. Il y avait mon nom tapé en bas et une signature qui imitait la mienne, mais qui semblait légèrement trop parfaite. Ce n'est pas mon écriture, ai-je dit doucement. Elle a tapoté son stylo contre le bureau, a expiré lentement. Ce formulaire a été soumis en 2021. Il donnait le contrôle total du compte avec cet autre email et numéro. Quiconque l'a soumis, ils ont eu accès depuis. Est-ce même légal? Seulement si c'était signé en connaissance de cause. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai demandé des copies de tout, imprimées et numériques. Marjorie a acquiescé sans hésitation, offrant un signe de tête compatissant que je n'étais pas prête à recevoir. Dehors de la banque, je me suis assise dans ma voiture, le moteur en marche, des papiers sur mes genoux, des questions dans ma gorge. J'ai feuilleté les relevés. Des milliers dépensés dans des boutiques haut de gamme, des dons mensuels à une fondation artistique dont je n'avais jamais entendu parler, un contrat de location pour un SUV de luxe, tout sous mon nom, même le prêt immobilier d'un appartement en centre-ville à Saint-Rémy. L'appartement d'Isolde. Elle n'avait pas seulement profité de mon identité. Elle y avait construit tout son mode de vie. J'ai repensé à l'époque où je lui avais demandé de co-signer un petit prêt, juste 1 200 € pour couvrir une caution quand j'avais emménagé dans mon logement actuel. Elle avait ri et dit, « Tu dois être plus responsable, Léa. » C'était il y a 2 ans. J'ai commencé à rouler, mais pas vers la maison. Je ne savais pas où j'allais jusqu'à ce que je me retrouve à quelques pâtés de maisons de la rue de la Durance, où les touristes grouillaient dans les cafés et les boutiques de souvenirs. Je me suis garée derrière un marché bio et j'ai remonté le trottoir comme un fantôme dans ma propre peau. C'est là que je l'ai vue. Isolde sortant d'un salon avec des lunettes de soleil posées sur sa tête, son téléphone calé entre son oreille et son épaule, riant comme si elle n'avait rien à cacher. Elle portait des talons que je ne pouvais pas me permettre, et un trench-coat couleur camel qui semblait tout droit sorti d'une publicité de mode, égaré au trottoir à côté d'elle, mon nom, mon fardeau, un SUV de luxe noir avec des plaques personnalisées. Elle ne m'a jamais vue, et je ne l'ai pas approchée. Pas encore. Je l'ai regardée pendant exactement 10 secondes et c'est tout ce dont j'avais besoin. Pas pour recueillir plus de preuves, pas pour crier en public. J'avais besoin de me souvenir. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un malentendu ou une querelle de famille. C'était un vol déguisé en perles. Une trahison exécutée sur papier. Je me suis détournée avant qu'elle ne me repère et je suis retournée à ma voiture. J'avais un dossier plein de preuves, un nom imprégné du parfum de quelqu'un d'autre, et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, un plan. Quand je suis rentrée chez moi, le soleil commençait déjà à décliner. Je n'avais pas mangé, mais ce n'était pas la faim qui me rongeait. Je me tenais au comptoir de la cuisine, les mains à plat sur la surface froide du stratifié, rejouant les rires d'Isolde, sa voiture, l'expression sur son visage comme si le monde lui appartenait et l'avait toujours fait. J'avais à peine changé de jean que je me suis retrouvée à prendre mes clés. Je n'ai pas envoyé de SMS, je n'ai pas appelé, j'ai juste conduit. Le chemin vers la maison de mes parents n'avait pas changé. Les mêmes chênes moussus qui surplombaient la route comme un souvenir qui s'accroche. La maison des Lelièvre était nichée dans une impasse tranquille de sécurité beige et de pelouse soigneusement entretenue.
Elle ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été, sauf que maintenant, elle ressemblait à une scène où j'étais sur le point de confronter tout un acte construit sans moi. Je me suis garée de l'autre côté de la rue, j'ai remonté le chemin avec une assurance qui m'a même surprise. La porte était légèrement entr'ouverte. J'ai frappé une fois et je suis entrée. Maman, j'ai appelé. À l'intérieur, l'odeur de nettoyant au citron et de bougies à la vanille m'a frappé immédiatement. Mon père était assis sur le canapé, un magazine de jardinage ouvert sur ses genoux. Il a levé les yeux, surpris mais pas étonné. Léa, a-t-il dit, se levant déjà. Tu veux du café? Non merci, ai-je dit, ma voix plus sèche que prévu. Il a hoché la tête maladroitement et a traîné les pieds vers la cuisine. Maman est apparue dans l'embrasure de la salle à manger, s'essuyant les mains sur une serviette en lin. Elle ne m'a pas salué, elle est juste restée là, les yeux légèrement plissés comme si elle savait déjà que ce n'était pas une visite sociale. J'ai besoin de te parler, ai-je dit, entrant et refermant la porte derrière moi. À propos de quoi, a-t-elle demandé, d'un ton monocorde. L'argent, les comptes, ce que grand-mère a dit hier soir. Je me suis rapprochée, j'ai sorti les imprimés pliés de mon sac à main et je les ai posés sur la console près de l'entrée. Ceci, ils montrent des virements à mon nom. Pas à moi, au compte d'Isolde, une procuration avec ma signature falsifiée liée à son téléphone, son adresse. Maman n'a pas bougé. Elle a jeté un coup d'œil au papier, puis à moi. Je sais, a-t-elle dit simplement. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Tu quoi? Elle me l'a dit, a continué maman, la voix calme comme si elle expliquait une liste de courses. Isolde est intervenue parce que tu n'étais pas capable de gérer quoi que ce soit à l'époque. Tu étais partout, de travail en travail, dormant à des heures bizarres, oubliant des choses. Parce que je travaillais 3 emplois, ai-je claqué. Pour rester à flot? Bien sûr, a-t-elle dit, écartant les mots comme s'il s'agissait d'excuses. Mais c'est le problème, n'est-ce pas? Tu n'étais pas stable. Isolde a fait ce qu'elle devait faire pour protéger l'investissement de la famille en toi. Ce n'était pas un investissement. C'était un cadeau qui m'était destiné. Elle a haussé les épaules à moitié. Tu n'en faisais rien de toute façon. J'ai senti quelque chose se briser doucement mais complètement. Alors, tu lui as juste donné mon avenir sans me le dire, sans même me demander? J'ai fait ce qui avait du sens, a-t-elle dit. Ta sœur a toujours eu le sens de la structure. Toi, tu essayais juste de survivre. Mes mains étaient maintenant serrées. Et tu as décidé que cela me rendait indigne. Mon père est rentré avec une tasse fumante, pour s'arrêter dans l'embrasure de la porte en saisissant le ton. Elle t'a aidé, Léa, a continué maman, toujours calme. Tu fais des bêtises. Tu en as toujours fait. Elle garde les choses en ordre. Elle s'est assurée que ton nom n'était lié à rien de gênant. Mon rire est sorti sec. Tu veux dire qu'elle s'est assurée que mon nom était lié à tout ce qui la bénéficiait? Du coin du salon, j'ai entendu une toux. Je n'avais pas réalisé que tante Marion était là, recroquevillée dans le fauteuil avec un verre de thé. Elle a toujours été dramatique, a-t-elle dit, sans même prendre la peine de baisser la voix. Je me souviens qu'elle pleurait à Pâques parce que personne ne coupait le gâteau à sa façon. Je me suis tournée vers elle, stupéfaite. Vous pensez que c'est à propos d'un gâteau? Je pense, a interrompu maman, que tu transformes une décision privée en une accusation publique. Non, ai-je dit, la voix montant. Vous avez transformé une trahison privée en une tradition familiale, et maintenant je suis juste celle qui la met en lumière. Personne n'a rien dit. Papa a finalement parlé, la voix douce. Calmons-nous tous. C'est fait maintenant. Pas pour moi, ai-je dit. Je les ai tous regardés. Leur calme, leur confort, leur refus de ressentir de la culpabilité. Ils avaient normalisé mon effacement. L'avaient encadré comme une nécessité, une logique, même de l'amour. J'ai cru que si je travaillais assez dur, si je restais assez silencieuse, vous croiriez de nouveau en moi, ai-je dit. Mais je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai pas besoin que vous croyiez en moi. J'ai besoin que vous vous écartiez. J'ai laissé les papiers sur la table, et je suis allée à la porte. Personne ne m'a suivi.
De retour dans la voiture, le silence était différent. Il ne me pesait pas. Il créait de l'espace. Quand je suis rentrée, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas écrit dans un journal ni appelé un ami. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé par une feuille de calcul. Nom, date, montant, compte. Puis j'ai ouvert un document vierge, l'ai intitulé « Preuve, usurpation d'identité ». Après cela sont venues les captures d'écran, les relevés imprimés, les demandes notariées. J'ai construit les bases d'une affaire. Pas pour les tribunaux, pas encore. Pour moi, pour me rappeler que je n'étais pas folle, que ce qui s'était passé n'était pas un malentendu. C'était un vol. Et c'était sanctionné. Ils m'avaient toujours voulu silencieuse, invisible. Ils allaient voir à quel point je pouvais être bruyante. Je n'ai pas beaucoup dormi cette semaine-là. Entre le balayage des documents, l'examen des registres financiers et la relecture de chaque instant où ma famille avait fermé les yeux, mes nuits se sont estompées en matin gris. J'ai fait mes heures de travail, j'ai agi machinalement. Mais tout semblait plus sombre, comme si mon corps se déplaçait encore dans la chaleur printanière d'Aix-en-Provence, mais que mon esprit avait dérivé vers un endroit plus froid. Le jeudi soir, alors que je terminais ma 3e recharge de café à la bibliothèque, mon téléphone s'est allumé. Grand-mère Althea. Un appel d'elle arrivait toujours comme un coup de tambour d'un monde ancien. Élégant, délibéré et rarement inattendu. J'ai regardé l'écran pendant 2 sonneries complètes avant de décrocher. « Bonjour, grand-mère », ai-je dit, en gardant ma voix neutre. « Léa, ma chérie », a-t-elle répondu doucement. Je me demandais si tu avais un après-midi libre ce week-end. Je suis en train de regarder les albums de photos de famille et mes mains ne sont plus ce qu'elles étaient. J'ai cligné des yeux. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'aurais besoin de ton aide, a-t-elle ajouté. Et de ta mémoire. Tu te souvenais toujours de qui portait quoi, de qui se tenait où. L'invitation m'a prise au dépourvu. Après tout ça, je serai là samedi, ai-je dit sans hésitation. Ce matin-là, j'ai quitté mon appartement tôt. Le soleil n'était pas encore devenu agressif, et l'air gardait encore une trace de rosée. Sur le chemin de son domaine, j'ai répété toutes les versions possibles de la façon dont la journée pourrait se dérouler. Des banalités polies, des questions enfouies dans des sourires, peut-être même une douce excuse glissée dans une vieille pochette de photos. Mais une partie de moi savait aussi que ce n'était pas une question de photos. C'était une question de cadeaux et de ce qui avait été effacé. Quand je suis entrée dans l'allée, les colonnes blanches de sa maison se tenaient fermes, projetant de longues ombres sur la pelouse impeccablement entretenue. Je suis entrée, accueillie par l'odeur familière de polish citronnée et de sachets de lavande. Sa maison sentait toujours le souvenir. Althea était assise dans le salon, une vieille boîte en chaîne d'albums photos à côté d'elle, ses lunettes posées bas sur son nez. Elle a levé les yeux et a souri, le genre de sourire qui n'atteignait pas tout à fait les coins de ses yeux. « Merci d'être venue, ma chère », a-t-elle dit. Ses vieux doigts n'aiment plus les coins de photos. Je me suis assise en face d'elle, mes genoux frôlant la table basse, et j'ai tiré l'album le plus proche vers moi. Il était étiqueté « Réunion de famille 2015 à 2021 ». Nous avons commencé lentement. Anniversaire, barbecue dans le jardin, dîner de fête. Elle posait des questions. Je répondais, qui était ce garçon avec la cravate de travers? Oh, c'était l'aîné de Cyril. Et ce chien, Pilou, bien sûr. Puis nous sommes arrivés en 2019. Elle a tourné la page et a pointé du doigt. Maintenant, ceci, a-t-elle dit, c'était le brunch de Pâques à Saint-Rémy. Isolde venait de redécorer la véranda. Tu te souviens? J'ai regardé la photo pleine page. Tout le monde était là. Isolde, ses parents, nos cousins, même tante Jeanne, qui ne voyageait jamais. Mais il manquait quelque chose. Moi. Je me souviens, ai-je dit doucement. Parce que j'ai pris cette photo. Althea a fait une pause. Mais Isolde a dit que tu n'étais pas venue cette année-là. Si, ai-je répondu. J'étais là, derrière l'appareil photo. C'est le jour où elle m'a demandé de prendre des portraits de famille pour qu'elle puisse être sur toutes les photos. Elle a dit, tu n'es pas photogénique de toute façon,
Léa. Puis elle a ri comme si c'était un compliment. Les lèvres d'Althea se sont pincées. Ses mains sont restées figées sur le coin de la page. Nous avons feuilleté quelques pages de plus. Même schéma. Je manquais à Thanksgiving, absente du Nouvel An, oubliée dans 3 ans de souvenirs enregistrés. Ça vous dérange si je vais chercher de l'eau, ai-je demandé, me levant avant qu'elle ne puisse répondre. Bien sûr, ma chère. La cuisine n'a pas bougé. J'ai traversé le couloir, passé la salle à manger et suis entrée dans l'endroit où j'avais l'habitude de piquer des biscuits quand j'avais 8 ans. Le robinet grinçait comme toujours. Après avoir rempli un verre, j'ai remarqué son vieux téléphone à clapet posé sur son support de charge sur le comptoir. Cette chose était pratiquement une relique. Il devait encore y avoir des messages vocaux de 2009. Quelque chose m'attirait. Intuition ou habitude ? Je ne pouvais pas dire. J'ai pris le téléphone et j'ai navigué jusqu'aux messages enregistrés. La plupart provenaient de pharmacies ou d'amis de l'église. Et puis je l'ai vu. Nouveau message. 8 avril 2021. De l'inconnu. J'ai appuyé sur lecture. Léa, ma chérie, je t'ai laissé le cadeau par Isolde. L'as-tu reçu ? Appelle-moi. J'espère que ça t'a aidé. Je t'aime. Je suis restée là, figée. Le téléphone toujours à mon oreille. Grand-mère m'avait appelé. Elle m'avait laissé quelque chose. Et je ne l'ai jamais su parce qu'Isolde ne me l'a jamais dit parce qu'Isolde a probablement effacé ce message de mon côté avant qu'il ne m'atteigne. Je suis retournée dans le salon avec le téléphone toujours à la main. Althea a levé les yeux, surprise. J'ai trouvé quelque chose, ai-je dit, posant doucement le téléphone sur la table. J'ai appuyé de nouveau sur lecture. Le message a rempli la pièce comme un vieux fantôme revenant chez lui. Elle a écouté silencieusement, son visage illisible. Lorsque le message s'est terminé, elle a tendu la main, a refermé le téléphone et s'est reculée. Pendant longtemps, aucune de nous n'a parlé. Finalement, elle a dit, « J'ai envoyé ce collier pour ton anniversaire, celui en émeraude. Tu as toujours aimé le vert. » Je ne l'ai jamais eu, ai-je répondu. Elle a dû le garder. Sa main a légèrement tremblé alors qu'elle prenait son thé, mais sa voix est restée calme. J'ai fait confiance à la mauvaise petite fille, a-t-elle murmuré. Ce n'était pas dramatique. Pas de halètement, pas de larmes. Juste une admission tranquille, comme une fissure apparaissant dans du marbre, non visible de loin, mais une fois vue, jamais oubliée. Je n'ai pas insisté. Ce n'était pas le moment. Mais quelque chose a changé dans la pièce. Le genre de changement qui ne déplace pas les chaises ou les tableaux, mais qui déplace la perception. Le cadre avait changé. La version de la famille à laquelle elle croyait avait changé. Les photos que nous avions regardées étaient toujours posées sur la table, mais maintenant, même elle pouvait voir ce qui avait été coupé. Le silence après les mots de grand-mère a duré plus longtemps que n'importe quel coup de tonnerre. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas claqué la main sur la table, mais le changement était indubitable. La façon dont sa tasse de thé s'est arrêtée en l'air, la façon dont elle ne m'a pas regardé quand elle l'a dit, elle ne me doutait plus. Elle ne défendait plus Isolde, pas même intérieurement. Une fracture silencieuse avait commencé, et elle s'élargissait à chaque seconde. Nous nous sommes assis ensemble dans sa véranda tandis que les ombres de fin d'après-midi s'étiraient sur les sols polis. J'ai proposé d'aider avec des cartons de rangement qu'elle gardait rangés derrière le buffet ancien. Des cartons qu'elle n'avait pas touchés depuis des années, a-t-elle dit. Elle a hoché la tête, puis a ajouté doucement, « Sois prudente avec le bleu qui contient quelques vieilles reçus de bijoux et des lettres de l'époque de ton grand-père. » J'ai hoché la tête et les ai portés dans le coin salon près de la fenêtre, où la lumière tombait en un long ruban sur le tapis. La pièce sentait la lavande séchée et le cuir usé. Les favoris de grand-mère. Alors que je feuilletais un dossier jaune de documents anciens, quelque chose a attiré mon regard. Une enveloppe vert pâle, légèrement froissée, avec mon nom écrit dessus de l'écriture distincte de grand-mère. Je l'ai regardée. Elle était toujours dans la cuisine, rinçant sa tasse de thé. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un reçu, un collier en émeraude sur mesure, ma pierre de naissance, commandée et payée en avril 2021. L'adresse de livraison,
l'appartement d'Isolde à Saint-Rémy. Un poids s'est installé dans ma poitrine. J'ai tenu le papier plus fort que nécessaire, mes doigts pressant l'encre délavée. Une deuxième page était agrafée derrière. Une impression de mail de isolde@gmail.com à Althea Moreau sur monrolegacy.org. Sujet, cadeau collier. Ne t'inquiète pas pour Léa. J'expliquerai plus tard. Elle est fragile. Mieux vaut que je le garde pour l'instant. Ma mâchoire s'est serrée. Fragile. C'était le mot qu'elle utilisait pour excuser le vol. Je n'ai pas réalisé que grand-mère était rentrée avant qu'elle ne parle doucement derrière moi. Tu l'as trouvé, n'est-ce pas? Je me suis retournée. Son visage était pâle, et pour la première fois, elle avait l'air fatiguée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle m'a dit que tu n'étais pas prête, a-t-elle dit. Que tu traversais quelque chose émotionnellement, que le cadeau pourrait te submerger. J'ai levé le papier. Est-ce que cela ressemble à de la protection pour vous? Ou est-ce que cela ressemble à du contrôle? Elle n'a pas répondu, mais son silence était différent maintenant. Pas défensif, juste brisé. J'avais 29 ans, ai-je ajouté, je travaillais 3 emplois. Je ne faisais pas une dépression. Je survivais. Et personne ne m'a demandé comment. Elle s'est assise lentement sur le pouf, pressant ses mains sur ses genoux. J'ai pensé que je faisais ce qui était le mieux, en faisant confiance à celle qui semblait stable. J'ai expiré plus doucement que la colère en moi ne le méritait. Elle s'est assurée que je resterais invisible. Vous lui avez donné le pouvoir et elle l'a utilisé pour me faire disparaître. Grand-mère a fermé les yeux un instant, puis les a ouverts et m'a regardé fixement. Tu n'es plus invisible. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'allais obtenir. J'ai hoché la tête, puis j'ai plié soigneusement le reçu et l'email, les remettant dans l'enveloppe et la glissant dans mon sac à main. Je me suis levée, j'ai lissé le devant de ma chemise et j'ai dit, j'ai besoin de passer un coup de fil. Elle n'a pas demandé à qui. Peut-être savait-elle déjà. Dehors, sur la véranda, j'ai fixé l'horizon un instant, laissant le vent du jardin rafraîchir ma peau. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Léa, sa voix légère, comme si elle n'avait pas volé un centime, comme si elle ne jouait pas à la maison avec mon identité. À quoi dois-je cet agréable plaisir? Tu sais ce que j'ai trouvé, ai-je dit calmement. Un temps, puis un rire. Oh, allons. Ne me dis pas que tu es fâchée à propos du collier. Je ne suis pas fâchée, ai-je répondu. J'en ai fini. Léa, tu réagis de manière excessive. J'ai toujours veillé sur toi. Toujours. Tu penses que tu serais même debout sans moi? Tu penses que grand-mère t'aurait envoyé quoi que ce soit sans mes conseils? Tu veux dire sans ton filtre, ton édition, ta réécriture de qui je suis? Elle a laissé échapper un léger rire. Tu refais ta dramatique. Non, ai-je dit lentement, délibérément. Je suis claire. Si une autre de mes affaires disparaît, que ce soit de l'argent, du courrier, des souvenirs, je ne t'appellerai pas la prochaine fois. J'appellerai mon avocat. Il y a eu un silence à l'autre bout, puis un ricanement. Tu as toujours eu besoin de quelqu'un pour te gérer, Léa. Je l'ai fait parce que personne d'autre ne le pouvait. Parce que tu t'effondres si quelqu'un ne nettoie pas tes dégâts. Ce n'est pas de la protection, ai-je dit d'une voix égale. C'est de la possession, et je ne t'appartiens pas, j'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Le vent a légèrement tourné, apportant le parfum de jasmin de la treille. Je suis restée là un peu plus longtemps, laissant le calme m'envahir, apaisant la rage qui bouillonnait encore sous la surface. Je lui avais donné une dernière chance. Elle a choisi de continuer à prendre. 2 semaines s'écoulèrent, non pas silencieusement, mais avec une sorte de pression lente et délibérée qui me força à rester en mouvement. Je travaillais. J'organisais l'épreuve. Je mangeais quand je m'en souvenais. Le sommeil venait par fragments. La maison était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement de mon vieux réfrigérateur et du constant brassage de pensées qui ne me laissait pas tranquille. C'était un jeudi matin quand l'enveloppe arriva. Pas de courrier recommandé, pas d'avertissement, juste une lettre blanche standard glissée sous ma porte d'appartement comme s'il s'agissait d'un coupon ou d'un prospectus de supermarché.
C'était un avis de dette. Je me suis assise au bord de mon lit, j'ai déchiré le rabat avec des doigts tremblants et j'ai déplié la page. 30 000 € empruntés à mon nom. Ouvert il y a 8 mois. Une deuxième feuille listait l'email associé à la demande. Un que je ne reconnaissais pas, mais je connaissais le style. Isolde avait toujours cette façon raffinée de présenter les choses, même la fraude. L'email était presque identique à celui qu'elle avait utilisé pour une ouverture de galerie l'année dernière. J'ai cligné des yeux devant la lettre, essayant de comprendre. Puis j'ai lu l'adresse liée au prêt, Saint-Rémy, son appartement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai enfilé des vêtements propres, j'ai attrapé mes clés de voiture et je suis sortie sans me brosser les cheveux. Il n'y avait pas de temps pour la vanité. Je me suis garée sur le parking de la Banque du Patrimoine en centre-ville et j'ai appelé Marjorie depuis ma voiture. J'avais son numéro direct maintenant. Marjorie Claire, a-t-elle répondu. C'est Léa Quentin, ai-je dit. J'ai de nouveau besoin de votre aide. Elle n'a pas soupiré cette fois. Au lieu de cela, elle a dit, entrez. Je vais vous faire de la place. À l'intérieur du bureau, elle a scanné mes documents, ses mains glissant sur son clavier comme si elle brossait la poussière de la vérité. Je lui ai tendu l'avis de dette. Elle l'a lu, puis m'a regardé. Le même schéma? Oui. La même adresse, la même voix dans les formulaires de demande. Le même style, Léa Q. Marjorie s'est penchée en arrière. Vous n'êtes pas la première personne que je vois entrer ici avec des documents comme ceux-ci et se demander comment leur propre nom a été transformé en arme. Cette phrase a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Je pensais que c'était fini, ai-je dit. Je lui ai dit d'arrêter. Je l'ai averti. Elle ne vous a pas prise au sérieux, a dit Marjorie. Les gens comme ça ne le font jamais tant que quelqu'un d'autre ne les y force pas, ce quelqu'un d'autre, j'ai réalisé, devait être moi. Je l'ai remercié, j'ai tout rassemblé dans un dossier et j'ai traversé la ville. Pas vers la maison, pas chez grand-mère. Cette fois, je suis allée directement au bureau de l'avocat que j'avais cherché 2 semaines plus tôt, mais que je n'avais pas appelé. Il s'appelait David Martin. Ses avis étaient solides. Il avait déjà traité des cas d'abus financiers, principalement avec des clients âgés qui avaient été trompés par leurs propres enfants. J'ai pensé, peut-être que j'appartiens enfin quelque part dans le désordre de la confiance trahie. Le bâtiment était situé dans un coin tranquille, tout en briques et en lierre. La réceptionniste m'a fait entrer après 10 minutes d'attente. David semblait avoir la quarantaine, avec des yeux qui étudiaient tout 2 fois. « Mademoiselle », a-t-il dit en me serrant la main. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Je me suis assise et j'ai posé le dossier sur son bureau. « Ceci, ai-je dit, usurpation d'identité, abus financier, et je sais exactement qui l'a fait. » Il a écouté pendant 30 minutes sans m'interrompre. Quand je lui ai montré le formulaire de procuration avec la signature falsifiée, son sourcil s'est levé. Quand j'ai joué le message vocal de grand-mère demandant des nouvelles du collier, ses lèvres se sont serrées. Quand je lui ai remis l'avis de dette, il s'est penché en avant. « Vous avez une affaire », a-t-il dit. « Une affaire solide, surtout si elle a utilisé votre nom sans consentement éclairé à des fins financières. » Elle l'a utilisé comme un costume, ai-je dit doucement. Elle l'a porté jusqu'à ce qu'il lui serve, puis me l'a renvoyé, taché et déchiré. Il a hoché la tête. Nous commencerons par un dépôt officiel de plainte civile. Si des accusations criminelles suivent, c'est une autre couche. Mais ceci est recevable. J'ai signé les documents cet après-midi-là. Mes mains étaient stables, mais mon pouls battait la chamade. Ce n'était plus une querelle de famille. Ce n'était pas un malentendu ou une période difficile. C'était un vol, une manipulation, et maintenant une action en justice. Quand je suis sortie du bureau et que je suis tombée sur le soleil de fin d'après-midi, le poids ne m'a pas quitté, mais il s'est apaisé. J'avais fait ce que je n'étais jamais censée faire dans ma famille. J'avais choisi moi-même plutôt que le silence. J'ai descendu le trottoir, passant devant une mère et sa fille adolescente, riant de quelque chose sur leur téléphone, devant une librairie où je ne pouvais pas me permettre de faire du shopping quand Isolde dépensait des milliers de mon compte, devant une boulangerie où j'avais autrefois attendu dehors, l'estomac grondant,
essayant de décider entre l'argent de l'essence ou un muffin. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus en colère. Pas de la même manière que j'avais été. J'étais concentrée. Isolde pensait que je ne le ferais pas. Elle pensait que je blufferais. Elle a toujours cru qu'elle pouvait me surpasser en paroles, en éclat, en durée. Mais le problème avec les gens comme elle, c'est qu'ils prennent le silence pour une reddition. Ils oublient que certains d'entre nous ne se battent pas avec le volume. Nous nous battons avec des documents, des délais et une main ferme. J'avais franchi la ligne maintenant, non pas en rébellion, mais en récupération, et je n'avais pas l'intention de m'arrêter tant que chaque centimètre qu'elle avait volé ne serait pas rendu ou brûlé. La plainte venait à peine de prendre son premier souffle quand l'invitation arriva dans ma boîte de réception. Objet, un toast à l'amour, célébration familiale. En annexe, un flyer numérique glacé avec des motifs floraux pastels, des polices cursives et la photo de fiançailles souriante de ma cousine Mathilde. En dessous, dans une police moins décorative, tenue de soirée exigée, famille attendue. Je l'ai fixé pendant une minute entière avant de décider que j'irais. Non pas pour être poli, non pas pour sourire à travers une nouvelle série de fausses étreintes et de regards désapprobateurs, mais parce que je refusais de laisser mon propre sang m'effacer tout en trinquant et en faisant semblant que la pièce n'était pas brisée en deux. Le samedi soir, je me suis garé de l'autre côté de la rue de la Salle des Fêtes, un ancien théâtre rénové du centre-ville transformé en un lieu hors de prix avec des briques blanchies à la chaux et des guirlandes lumineuses accrochées aux chevrons. Il faisait déjà nuit, mais la chaleur de l'air s'accrochait encore à ma peau. Dans ma voiture, j'ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans le miroir de courtoisie. Mes cheveux étaient soigneusement tirés en arrière. Ma robe simple mais élégante. Une robe portefeuille gris ardoise qui ne demandait pas l'attention, mais ne se fondait pas non plus dans le décor, exactement comme je l'avais prévu. Je suis sortie et j'ai traversé la rue, mes talons claquant sur le trottoir. Dès que je suis entrée, le bourdonnement des rires et de la musique du quatuor à cordes m'a frappé d'un coup. Coupe de champagne, sol en marbre poli, parents éloignés souriant avec des expressions étudiées. J'ai échangé quelques hochements de tête, certains raides, certains hésitants, tous réservés. J'ai dépassé tante Marion, qui m'a regardé de haut en bas et a marmonné, je ne pensais pas qu'elle viendrait. Moi non plus, a répondu quelqu'un d'autre. J'ai continué à marcher. Le lieu avait été aménagé en îlot. Table haute, bougies, grappes de roses blanches, plateau d'amuse-gueule porté par des serveurs qui semblaient trop jeunes pour comprendre que les familles pouvaient se transformer en champ de bataille. Et puis je l'ai vue. Isolde est arrivée 15 minutes après moi dans une robe noire ajustée qui scintillait de subtiles paillettes. Ses cheveux étaient bouclés juste assez pour avoir l'air sans effort. À son cou pendait le collier d'émeraude, celui que grand-mère m'avait destiné. Bien sûr, elle a salué tout le monde comme une politicienne, embrassant les gens qui chuchotaient derrière son dos et riant avec ceux qui craignaient d'être de son mauvais côté. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle n'atteigne le centre de la pièce. J'ai senti le changement se produire avant de le voir. Le silence subtil, la pause dans la conversation, la façon dont les têtes se tournaient, les corps pivotaient, les verres étaient serrés un peu plus fort. Je l'ai senti dans ma colonne vertébrale. Isolde a levé son verre. À Mathilde et Daniel, a-t-elle dit, la voix cristalline, assez forte pour résonner contre le lustre. Que votre amour soit honnête, stable et jamais mis à l'épreuve par la trahison. Parce que, soyons honnêtes, certaines familles ne survivent pas au procès. La pièce s'est figée. Puis, des rires nerveux ont éclaté dans des coins épars. Quelques proches ont fixé leurs chaussures. Mathilde elle-même avait l'air de vouloir s'enfoncer derrière le présentoir à gâteaux. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tressailli, mais à l'intérieur, je brûlais. Je n'ai pas parlé. Pas à ce moment-là. J'ai juste tendu la main vers un verre d'eau sur la table derrière moi, je l'ai siroté lentement et j'ai laissé le feu se transformer en résolution. Une main a touché mon bras. Je me suis retournée. C'était ma mère. Sa bouche était serrée, ses yeux vifs. Dehors, a-t-elle dit. Nous sommes sortis sur la terrasse où l'air était plus épais qu'à l'intérieur, lourd du parfum de magnolia en fleurs et de la piqûre de la confrontation. Elle n'a pas attendu. Arrête ça tout de suite. Arrêtez quoi, ai-je demandé. Ce procès, cette honte.
Tu penses que traîner le nom de ta sœur devant les tribunaux va te rapporter quoi? Quelques euros et une famille qui te hait. Elle a traîné mon nom d'abord, ai-je dit. À travers les banques, à travers la dette, à travers le silence. Elle veillait sur toi. Elle veillait sur elle-même. Ma mère s'est rapprochée, la voix basse. Tu penses que je ne t'ai pas vu échouer encore et encore? Emploi, relations, stabilité. Elle t'a couverte. Elle t'a empêché de t'effondrer complètement. Elle m'a volé, puis elle a dit que je devais laisser tomber pour la famille, ou je n'en aurais plus. J'ai ri, un rire sec et soudain. C'est une menace? Elle n'a pas scié. C'est une réalité. Continue comme ça et tu ne seras plus ma fille. Je suis restée là, regardant la femme qui m'avait élevée, qui avait pansé mes genoux écorchés, qui avait préparé mes déjeuners scolaires, qui me regardait maintenant comme une étrangère, pire, comme si j'étais le problème. Et j'ai réalisé alors que je n'avais jamais été sa fille comme Isolde l'avait été. J'avais été l'obligation, la silencieuse, celle qui ne correspondait pas à leur moule. Alors, je suppose que je ne l'ai jamais été, ai-je dit. Je suis rentrée à l'intérieur, mes talons réguliers, mon cœur battant, mais non par peur, par clarté. De retour dans la salle, les gens faisaient semblant de continuer à discuter. Quelques-uns ont jeté un coup d'œil dans ma direction, puis ont détourné rapidement le regard. J'ai trouvé une chaise vide près du fond et je me suis assise. Isolde a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce. Elle a souri. Pas moi. Il voulait que je sois gênée. Il voulait que je me rétrécisse. Tout ce qu'ils ont vu, c'est une femme qui ne l'a pas fait. Le vendredi matin, je n'avais dit à personne ce qui s'était passé à la fête de fiançailles. Non pas parce que je les protégeais, mais parce que je le digérais encore. La brûlure des mots de ma mère ne s'était pas estompée. Sa menace, sa trahison, son refus de me voir comme autre chose qu'une complication. Cela restait dans ma poitrine comme une ecchymose que l'on ne peut pas presser mais que l'on ressent toujours. C'est alors qu'Henri a appelé. J'étais à mi-chemin du tri des documents du dossier quand le téléphone a sonné. Son nom s'est allumé sur mon écran comme un souvenir que je n'avais pas eu le temps de traiter. Henri, ai-je répondu, incertaine si je semblais surprise ou soulagée. Sa voix était grave, un peu plus lente que d'habitude. J'aurais dû appeler plus tôt, mademoiselle Léa. Je me suis assise. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est raclé la gorge. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit. Je ne pensais pas que c'était ma place. Mais après tout ce bruit dans la famille et après ce que j'ai vu lors du dernier rassemblement, je ne pense plus que le silence soit une loyauté. J'ai attendu. Je les ai vus, a-t-il dit. Votre mère et Isolde en 2021, elles étaient dans le jardin en train de brûler une pile d'enveloppes. L'une portait votre nom. J'ai fermé les yeux. Je n'ai compris qu'une partie de ce qu'elle disait, mais je me souviens de votre mère disant qu'elle n'a pas besoin de voir ça. Ça ne ferait que la troubler. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait alors, a-t-il poursuivi. Mais maintenant, je pense qu'elles vous ont caché plus de choses que nous ne le savions. Serais-tu prêt à le dire à grand-mère, ai-je demandé. Il y a eu une pause. Oui, mademoiselle, a-t-il dit. Elle mérite de l'entendre de quelqu'un qui l'a vue. Nous avons organisé un dîner le dimanche. Grand-mère avait déjà invité tout le monde pour un repas formel dans son domaine. Une réconciliation familiale, l'appelait-elle. Mais je savais que c'était plus que cela. Elle traçait des lignes. Elle n'avait juste pas encore fini d'écrire les noms de chaque côté. Le soir arriva vite. Le domaine brillait sous la douce lumière printanière. Chaque fenêtre était allumée comme un phare avertissant les navires qu'ils s'approchaient de terres dangereuses. J'arrivai tôt. Grand-mère m'accueillit à la porte, ne m'offrit pas de câlin, juste un hochement de tête discret. Elle avait l'air fatiguée, mais pas faible. Si quelque chose, elle avait l'air plus vive que jamais. À l'intérieur, la table de salle à manger s'étirait, longue et royale, dressée avec de l'argenterie et de la porcelaine transmise de génération en génération. Des bougies vacillaient dans les appliques. L'air sentait le poulet rôti, le romarin et les vérités inexprimées. Les invités arrivèrent progressivement.
Les Duval arrivèrent ensemble, mon père silencieux comme toujours, ma mère portant une bouteille de vin comme si la présentation pouvait tout réparer. Tante et cousins suivirent, bien habillés et souriant comme si ce n'était qu'un autre dimanche. Isolde entra en dernier, vêtue de crème, d'un maquillage léger, d'une posture parfaite, le collier toujours autour de son cou comme un trophée. Elle rit en saluant grand-mère, se frôlant les joues comme si rien n'avait changé. Le dîner commença lentement. Petite discussion, prière murmurée, passage des plats. Puis, juste avant la première bouchée, grand-mère se leva. Sa voix était calme. Avant de manger, j'ai quelques mots à dire. Des vérités, pas des courtoisies. La pièce se tut. Même les enfants cessèrent de gigoter. Léa, dit-elle, se tournant vers moi. Voudrais-tu leur dire ce qu'Henri t'a dit? Tous les regards se posèrent sur moi. Je ne sciais pas. Je me levai et parlai sans détour. Henri a vu ma mère et ma sœur détruire des lettres qui m'étaient adressées, des cadeaux qui m'étaient destinés, et l'une d'elles a dit à l'autre qu'il était préférable que je ne sache pas. Ce n'est pas une spéculation. Ce n'est pas une rumeur. C'est un fait. Et ce n'est pas la première fois que quelque chose qui m'était destiné disparaît. Quelques membres de la famille altèrent. D'autres se penchèrent en arrière, croisèrent les bras, murmurant déjà. Henri entra dans la pièce. Il avait attendu juste à l'extérieur comme prévu. Il marcha vers le centre, retira sa casquette et dit « J'ai vu ce que j'ai vu. J'ai travaillé pour cette famille pendant 42 ans. Je n'ai jamais dit un mot de travers, mais ça devait être dit. » Grand-mère se tourna vers Isolde. « Est-ce vrai ?» Isolde parut stupéfaite, mais seulement un instant. Henri est vieux. Sa mémoire n'est pas exactement. Ne fais pas ça. Grand-mère l'interrompit. Isolde vacilla. Je la protégeais. Léa ne prend pas toujours bien les choses. Vous le savez. La protéger de lettres d'anniversaire, demanda grand-mère. D'un collier? De gentillesse? C'était compliqué. Non, dit grand-mère d'une voix d'acier. Tu as rendu les choses compliquées par commodité. Tu as trahi ma confiance et l'as vendue pour ton propre confort. Tu as manipulé, tu as menti et tu as déformé l'image de cette famille pour te servir. Personne ne bougea. Tu ne fais plus partie de cette famille, conclut grand-mère. Sors. Isolde ouvrit la bouche comme pour argumenter, mais elle ne parla pas. Elle se tourna vers ma mère, silencieuse. Puis vers mon père, toujours les yeux sur ses genoux. Elle me regarda en dernier. Je soutins son regard et pour la première fois, elle scia la première. Puis elle sortit, ses talons claquant sur le marbre comme le tic-tac d'une horloge qui avait finalement épuisé son temps. Le dîner fut silencieux après cela. Les plats furent passés avec des mains mécaniques. La conversation resta basse, maladroite. Mais je ne me sentais pas maladroite. Je me sentais claire. Ils l'avaient tous vu maintenant. Entendu. Ce n'était plus une rumeur. Ce n'était plus seulement Léa qui faisait du drame. Ce n'était plus quelque chose à balayer sous le tapis familial. Je me tenais plus droite. Je n'ai pas tendu la main vers un verre. Je n'ai pas souri. J'ai juste respiré. Cela faisait près de 2 mois depuis la nuit où grand-mère s'était tenue à la tête de cette longue table et avait réécrit l'histoire de la famille. Non pas avec du drame, non pas avec de la fureur, mais avec une seule phrase. Une vérité tranquille déposée au milieu de décennies de bruit. Depuis, la maison était devenue silencieuse. Pas la maison de grand-mère. Cet espace était resté intact, stable, avec ses routines minutieuses et sa clarté sans concession. Non, la maison qui était devenue silencieuse était celle construite sur l'illusion. La structure Isolde, construite avec un charme soigné et une ambition froide, soutenue par le silence craintif de ma mère et maintenue par des générations de rejets chuchotés. Ce silence nous a suivis partout dans le fil de discussion familiale qui a cessé d'être mis à jour, dans les chaises vides des brunchs du dimanche, dans les espaces où les histoires étaient racontées sans examen, et finalement il m'a suivi au tribunal. C'était un lundi matin de juin quand je me suis assise en face d'une greffière de comté, son visage agréable mais fatigué alors qu'elle tamponnait les documents finaux.
Le son de chaque seau frappant le papier a résonné plus fort que je ne m'y attendais. Chaque bruit sourd était une petite rupture, décollant des années de confusion, de douleur et de manipulation. Ce n'était pas seulement des papiers. C'étaient des déclarations. Des documents officiels, propres et impitoyables, confirmant la restauration de ce qui avait toujours été à moi, mon identité légale, mon nom, mon crédit, mon autonomie financière, entièrement séparés des documents falsifiés qu'Isolde avait déposés il y a des années sous le couvert d'aide, de protection, ou de toute autre justification qu'elle avait inventée à l'époque, tout annulé, tout récupéré. J'ai regardé le dernier sceau s'imprimer, net, inébranlable, permanent. La greffière a fait glisser le dossier vers moi. Ça devrait suffire, mademoiselle Quentin. Mademoiselle Quentin. Elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Merci, ai-je dit, glissant les pages dans le même dossier que j'avais porté à travers chaque consultation, chaque appel tardif, chaque réunion ou frustrante où j'essayais de démêler un récit que quelqu'un d'autre avait écrit en utilisant mon nom. Devant le palais de justice, le ciel était d'un gris doux, pas sombre, juste couvert, comme si le monde avait pris une inspiration. La brise se déplaçait doucement, me frôlant alors que je sortais dans la rue. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai juste respiré pleinement, profondément pour la première fois depuis ce qui semblait des années. Ce prochain chapitre, il était à moi. Pas à grand-mère, pas à Isolde, pas à quelqu'un d'autre. À moi. J'avais déménagé de mon studio en ville peu après l'audience. Trop de fantômes dans ces murs. Factures impayées, SMS sans réponse, nuit passée à manger des crackers sur le sol pendant que quelqu'un d'autre utilisait mon crédit pour acheter du champagne et des peignoirs en soie. Le genre d'endroit où même les ombres savaient que je ne me sentais pas en sécurité. Mon nouveau logement était situé en bordure du comté, niché derrière une rangée de duplex patinés par le temps et de parcelles de fleurs sauvages qui fleurissaient sans demander la permission. Des planchers qui grincent, un porche étroit, une boîte aux lettres qui coince. Mais c'était à moi. Chaque centimètre carré choisi, signé et payé sous mon propre nom. Plus de comptes partagés, plus de signatures falsifiées, plus de faveurs déguisées en loyauté familiale. J'ai déballé lentement sur une semaine. Pas de précipitation, pas de délai. Le dernier jour, j'ai ouvert une boîte marquée « Personnel », celle que j'avais repoussée le plus longtemps. À l'intérieur, j'ai trouvé le cadre photo, celui du brunch de Pâques, celui qui était vide auparavant. J'avais enfin imprimé une nouvelle copie, une où j'étais réellement dans le cadre, sur le côté, prise en plein rire, les cheveux balayés par mon visage, flou, mais réel. Non poli, non posé, juste la preuve que j'avais existé à ce moment-là. Je l'ai glissé en place et je l'ai posé sur la bibliothèque à côté de mon exemplaire abîmé de Jane Eyre et d'un bocal rempli de coquillages d'un voyage que j'avais fait seul il y a des années. Certaines choses pouvaient être remplacées, d'autres non. Il y avait des lettres de grand-mère que je n'avais jamais reçues, interceptées sans doute par Isolde. Des anniversaires passés sans carte. Des appels téléphoniques qui n'étaient jamais venus. Des conversations entières qui ne vivaient que dans l'esprit de personnes qui n'avaient pas pris la peine de m'inclure. Et puis il y avait ma mère. La version d'elle en laquelle je croyais autrefois. La protectrice, l'amortisseur, la femme qui murmurerait un jour « Je me suis trompée » dans le silence du deuil. Cette version n'a jamais existé. Du moins pas pour moi. Et pourtant, la vie a une façon de vous surprendre. Cet après-midi-là, on a frappé à la porte. J'ai ouvert pour trouver Althea, calme, posée, tenant une petite boîte enveloppée dans du papier brun. Ses yeux étaient doux mais fermes. « Je ne resterai pas longtemps », a-t-elle dit. Je me suis écartée et elle est entrée comme toujours, gracieuse, comme si ses chaussures n'osaient pas égratigner le sol. Elle m'a tendu la boîte. À l'intérieur se trouvait le collier d'émeraude, le vrai, toujours niché dans sa pochette de velours d'origine, intact par le temps ou les mensonges. Je n'ai jamais pu te le donner correctement, a-t-elle dit. Je suis désolée d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Je l'ai regardée. Je ne suis plus la même fille à qui tu l'as destinée. Elle a souri doucement. Mais tu es toujours la bonne femme pour le porter. Nous n'avons pas parlé longtemps. Nous n'en avions pas besoin. Quand elle est partie, je me suis assise sur le canapé et j'ai tenu le collier dans ma main,
le laissant capter la lumière de la fenêtre. Il scintillait faiblement. Rien de bruyant, juste présent. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu une carte par la poste. Pas d'adresse de retour, mais je connaissais l'écriture. Brice. À l'intérieur, un seul message, je te vois maintenant. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait avant. Si jamais tu veux parler, je suis là. Je ne savais pas si j'appellerais, mais j'ai gardé la carte. Cette nuit-là, je me suis tenue devant le miroir de la salle de bain. Pas de filtre, pas de musique dramatique en fond. Juste moi. Les mêmes yeux, la même bouche, la même femme qui avait autrefois été ignorée par sa propre famille. Mais cette fois, plus grande, plus droite, intacte, cicatrisée. Oui, mais cicatriser ne signifiait pas briser. Cicatriser signifiait survécu. J'avais postulé pour un poste de bibliothécaire à temps plein à la succursale locale la semaine précédente. Il m'avait appelé pour un deuxième entretien. J'avais changé les serrures de mon nouveau logement, mis en place les services publics sous mon propre nom, acheté un nouvel agenda. C'étaient les petites choses qui ressemblaient à une victoire, pas à une vengeance, jamais une vengeance, mais une récupération, la paix, la dignité, le récit qu'il m'avait volé, tordu mon nom, mal utilisé mon identité, remodelé mon histoire jusqu'à ce que je la reconnaisse à peine. Mais il ne m'avait pas brisé parce que j'avais gardé la seule chose qu'il n'avait jamais vue venir, ma voix. Et cette fois, je l'utilisais. Certaines tempêtes ne viennent pas du ciel. Elles viennent de nos propres maisons. Ce que cette histoire nous rappelle, c'est que le silence n'est pas toujours de l'amour, et la loyauté ne signifie pas se laisser maltraiter. Parfois, protéger ce qui est juste signifie rester seul, même face aux personnes qui vous ont élevé. Avez-vous déjà eu à choisir entre la paix et la famille? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette histoire émouvante, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires de vengeance de la vie réelle et de voyages familiaux émouvants.